Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Critique littéraire. Collection fondée par Maggie Albet et dirigée par Jérôme Martin. Réservée aux études littéraires, cette collection accueille des travaux universitaires et tout particulièrement des thèses concernant des auteurs de toute période. Dernière parution. Ala Fawaz, La tectonique des sentiments d'Éric Emmanuel Schmitt. Analyse pragmatique du discours théâtral, 2022. Nadia Gahaloul, L'ambiguïté dans les nouvelles complètes de Paul Morand, 2022. Thierry Marin, L'œuvre fleur de Marcel Proust, tome 1, 2 et 3, 2022. Daniela Catau Verès, Duras entre l'éloge et le blâme, une lecture de la réception, 2021. Jean-Marie Coicou et Valérie Faranton, L'archive familiale leclésienne, Mémoire et Histoire, 2021. Abbès Marzouki, La poétique du discontinu dans les romans d'Éric Chevillard, 2021. Laurence Sylvain, Pierre Klossowski. Expérience sensible et suprasensible à travers le bain de Diane, 2021. S. Thomas Tilmaz, L'image de l'Empire ottoman dans la littérature francophone, 2021. Paul Bochung, Philippe Jacotet, Leçons et Zameaux, 2021. Anna Anot Zawislak, L'arriviste dans le roman français, polonais et anglais du XIXe siècle, 1830 à 1914. Une espèce de Julien Sorel, Matinée de Rastignac, 2021. Didier Saillier, Poétique de la répétition chez Patrick Modiano. Style, symptômes, vestiges, 2021. Lassène Benaziza, Jules Laforgue dans la poésie de T.S. Eliot. Étude d'une influence, 2021. Yolande Simon, Relire la demande d'emploi. Essai sur le système des oppositions et le jeu des conflits dans la pièce de Michel Vinavé, 2021. Michel Laronde, Résurgence de l'histoire dans la fiction, 2021. Céline Ouek, Poétique de Sarah Kirsch. Une esthétique du kaléidoscope, 2021. Weiwei Xiang, Interculturalité et intermédialité chez les auteurs francophones chinois, 2021. Jean-Pierre Constant, François Mauriac et les arts. Entre clair-obscur et clairvoyance, 2020. Alina Pinticampeutris, La poétique de l'espace dans l'œuvre de Pierre Michon, Entre province et métropole, 2020. Introduction, une œuvre protéiforme. Lis La vie heureuse de Sénèque. Lis le chef-d'œuvre. Modernissime. Ah! C'est un titre insolite, Heureux les heureux, qui a éveillé notre attention sur un thème, le bonheur, qui parcourt toute l'œuvre de Yasmina Reza sans toutefois, jusqu'à ce texte de 2013, y figurer en toutes lettres et au premier plan. De plus, Heureux les heureux est un roman, alors que le nom de Yasmina Reza est principalement associé au théâtre. En effet, parmi ses nombreuses publications, 20 à ce jour, on compte 11 pièces certes, mais aussi 6 romans et 3 récits autobiographiques, parus entre 1987 et 2021, de Conversations après un enterrement à Serge. Alors que ces pièces ont suscité un intérêt soutenu et connu d'immenses succès, que ce soit par l'afflux des spectateurs ou comme phénomène d'édition, ces fictions et autobiographies n'ont pas reçu l'attention critique qu'elles méritaient. La présente monographie a pour but de combler cette lacune en examinant pièces, romans et fragments autobiographiques tout à la fois, soit l'œuvre complète. Cela fera d'autant mieux ressortir l'esthétique globale de notre auteur en tant que dramaturge et en tant que romancière. Pour aborder cette vaste œuvre, on a donc choisi un fil conducteur qui peut sembler insolite au premier abord, à savoir le bonheur. À lire les textes résiens, on est davantage frappé par la récurrence d'une conscience malheureuse que par la joie de vivre des personnages. La peinture du mal-être n'est pas rare en littérature française, peut-être en tant que réalité d'après-guerre, disent certains chercheurs comme Rémi Pawin, mais elle masque chez Reza une quête obstinée du bonheur qui revient comme un leitmotiv au fil des pièces, au fil des fictions, au fil des textes personnels. Le présent essai a donc pour second objectif de montrer qu'il est fécond d'interroger l'œuvre par le biais du bonheur. À y regarder de plus près, les personnages de Reza sont en réalité fort préoccupés par la quête du bonheur, sans toujours l'expliciter, recourant le plus souvent à des euphémismes et s'ingéniant à prendre le contre-pied des idées reçues. Ainsi, mi-philosophe, mi-moraliste,
Il brocarde l'usage immodéré qu'on fait désormais du bonheur, comme le narrateur éponyme du roman Adam Haberberg qui se plaint du devoir de bonheur, page 60. De même, Serge, dans Art, se fait chapitrer par son ami Marc pour lui avoir conseillé d'un air supérieur de lire La vie heureuse de Sénèque. Lis-le, chef-d'œuvre. Modernissime. Tu lis ça, tu n'as plus besoin de lire autre chose, page 213. Enfin, dans le dernier opus, parlant de deux jeunes amoureux qui seraient mal assortis d'après le père. La mode était au bonheur et non aux vieilles valeurs patriarcales. Le bonheur semblait alors non seulement à portée d'envie, mais l'alpha et l'oméga de toute philosophie. Il est possible que mon père en soit mort. Serge, page 27. On reviendra sur ces points qui sont développés dans la première partie, consacrée au côté intellectuel, discursif et explicite du thème du bonheur dans l'œuvre, alors que dans les parties ultérieures, ce sera plutôt autour de l'implicite, c'est-à-dire la représentation et l'incarnation du thème, à être examiné, telle une bande-son obsédante en sourdine. On est heureux ou pas, grâce ou à cause des autres, ce qui fait l'objet de la deuxième partie, dans le quotidien au moyen de poursuites artistiques, politiques ou intellectuelles en dépit du temps qui passe, troisième partie, et enfin selon que le corps suit ou non, résiste ou non au mal du siècle, la dépression, quatrième partie. Chaque partie est subdivisée en sous-thèmes. L'amour, la famille, l'amitié pour la deuxième partie sur le bonheur et le vivre ensemble. Le temps du quotidien, la frivolité et la théâtralisation de la vie dans la troisième partie sur la vie de tous les jours. Et finalement dans la quatrième partie consacrée au corps, le théâtre de nerfs et la forme bien spéciale de dépression révoltée des personnages résiens. Pour chaque section, plusieurs œuvres sont choisies selon leur pertinence, par exemple, Art, l'œuvre phare de Reza, est examinée sous l'angle de l'amitié au masculin, Heureux les heureux permet d'explorer la peinture de la conjugalité, Babylone incite à une réflexion sur les objets comme les photographies, tandis qu'autour de ces textes, d'autres sont cités pour former une constellation de points de vue enrichissant le sujet traité. Il faut souligner qu'aussi bien le bonheur comme concept que le bonheur associé aux liens sociaux, au quotidien et au corps sont des domaines qui ont tous fait l'objet d'un profond réexamen au cours d'un remarquable tournant théorique dans les années 80 et 90. L'œuvre de Yasmina Reza se fait la caisse de résonance des changements de paradigme de ces thèmes et de leur impact sur la société, tout en mettant en lumière les faux-semblants et les contradictions de ses contemporains. Commençons par quelques indications permettant de dresser le portrait de l'auteur et de son œuvre protéiforme dont on établit une synthèse permettant de mieux cerner son originalité. 1. Une femme orchestre. L'expression femme orchestre s'applique parfaitement à Yasmina Reza. Elle est actrice, metteuse en scène, cinéaste à ses heures et bien sûr écrivaine ainsi que mélomane. Mais si nous avons choisi de présenter son œuvre sous ce terme, c'est aussi en vertu d'une écriture aux multiples facettes qui englobe quasiment tout le champ littéraire. Genre, théâtre, roman, autobiographie, ton, comique et tragique, technique, du soliloque au roman choral, en passant par les apartés et les dialogues. Quelle est la genèse de sa créativité ? Dès que Yasmina Reza s'est trouvée propulsée sur la scène littéraire dans les années 1980, ses origines, mentionnées dans la moindre recension ou le moindre entretien, ont suscité la curiosité du public en raison de ses racines si mélangées. Iranienne, russe, juive hongroise, nulle part 57 à 8. Né à Moscou, d'une famille originaire d'Espagne, Elias, le père de Yasmina émigre à Paris alors qu'il a à peine 3 ans avec ses parents iraniens en provenance d'Allemagne, de sorte que l'allemand était sa langue maternelle. Il ne savait d'où venait exactement sa famille. L'Ouzbékistan certes, mais de Tachkent ou de Samarcande ? Cette incertitude n'est pas inhabituelle chez les Juifs d'Europe centrale, et ce n'est mentionné par Yasmina Reza que pour renforcer le sentiment que connaître précisément ses origines n'a finalement pas grande importance. Son socle est la langue française. Devenu ingénieur, homme d'affaires et pianiste tout à la fois, Elias épouse Nora Eltaï, violoniste réfugiée à Paris pour fuir la Hongrie communiste. Yasmina a dû vivre ses années formatives entourée d'immigrés et de juifs de la Mitteleuropa, artistes ou non, cherchant à tout le moins à s'intégrer à la société française. Cela explique en partie son intérêt pour la sociologie qu'elle a étudiée à Nanterre, comme cela se faisait beaucoup dans les années 70 lorsque cette matière a supplanté l'histoire et la philosophie en tant que discipline reine. Son intérêt pour la sociologie n'est pas souvent mentionné,
Et pourtant cela se remarque dans la justesse des observations sociétales mises dans la bouche des personnages et qui baignent toute l'œuvre. C'est un point qui vaut d'être souligné car il va nous aider à saisir la finesse de ces réflexions, et peut-être aussi leurs limites. Au lieu de devenir musicienne comme ses parents, Yasmina choisit un autre art, le théâtre. L'influence de la musique est pourtant patente dans son œuvre, et ce à deux niveaux. Certains de ses personnages sont musiciens professionnels, comme Jacha dans Le pique-nique de Lulu Kreutz, ou amateurs comme Simon Perlman d'une Désolation, et évoquent ce que la musique représente pour eux. De plus, la musique est souvent la métaphore sous-jacente à son écriture. Ainsi elle indique dans une pièce espagnole la didascalie, jouer les gâteaux, ce qui indique une solution de continuité entre les multiples pièces que contient ce texte puzzle. Au cours d'un entretien, elle compare 3 versions de la vie à l'art de la fugue. Chose peut-être moins sensible aux yeux du lecteur ou spectateur, Reza affirme écrire davantage avec les codes de la musique qu'avec les codes du langage et de la narration. Le silence est fondamental en musique. En dépit de ses talents d'actrice, elle n'est pas acceptée au Conservatoire national d'art dramatique, connu pour avoir pratiquement formé 2 générations d'acteurs français, de Belmondo à Nathalie Baye en passant par Jean Rochefort. Cet échec est mentionné en passant et sans regret apparent. En revanche, elle va suivre les cours de l'école Jacques Lecoq, célèbre pour sa méthode appelée laboratoire d'études du mouvement qui forme ses élèves à la dynamique du mouvement, d'où l'importance des corps et des gestes dans son théâtre comme dans sa fiction et sur laquelle on se penchera dans la 4e partie. Cette formation va impulser sa carrière théâtrale. Reza endosse des rôles puisés dans le répertoire de Marivaux, Molière ou Guitry. Elle joue également dans ses propres pièces, Inès de 3 versions de la vie, Nadine de Dans la luge de Schopenhauer ou Andrea dans Bella Figura. On la retrouve aussi dans quelques films plus ou moins connus, Que les gros salaires lèvent le doigt de Denise Granier de Fer, 1982, Jusqu'à la nuit, 1983, et À demain de Didier Martini, 1992, et Loin d'André Téchiné, 2001. À l'occasion, elle dirige aussi ses propres pièces comme Bella Figura et une pièce espagnole à partir de laquelle, de plus, elle réalisera un film, Chicas. La vie et les origines d'un écrivain n'expliquent pas tout. Loin de là. De fait, Reza est fermement opposée à une lecture biographique des œuvres. C'est même le thème mineur de L'homme de hasard, et le thème majeur de Comment vous raconter la partie. Ces 3 textes autobiographiques, Hammer clavier, Nulle part et L'aube le soir ou la nuit sont des anti-modèles du genre car ils ne couvrent pas toute une existence, ne sont pas chronologiques, et parlent en fait peu de l'auteur-narratrice protagoniste. Certes, l'auteur s'y exprime à la première personne en son nom et parle d'elle-même, de ses parents, de ses enfants, de ses amis, des écrivains qui l'ont formé, voire du futur président de la République. Mais il s'agit en l'occurrence de courtes vignettes non linéaires, où l'on trouve pêle-mêle de rares souvenirs d'enfance, des anecdotes mettant en scène ses proches ou des inconnus, et parfois, le chapitre a des allures de matrice de récit fictif. Le tout sans commentaire narratorial, encore moins de déclarations d'intention comme c'est de rigueur dans les autobiographies qu'elles soient classiques ou contemporaines. En revanche, ces textes sur lesquels nous reviendrons sont précieux quant aux idées de l'écrivaine et à ce qui l'émeut. À l'occasion, ils évoquent des sources d'humour, de drame et d'inspiration. Ces autobiographies qui en sont à peine, ajoutées aux affirmations de Reza sur la séparation entre œuvre et vie présentes dans ses livres ou prononcées au cours de rares interviews. Yasmina Reza ne joue pas le jeu des médias, ne fait aucun plateau de télévision et accorde des entretiens au compte-gouttes, incite à évaluer l'œuvre sur ses propres mérites sans se laisser distraire par la personnalité de l'auteur. De façon intéressante, effet de la maturité, Reza a changé d'avis en ce qui concerne l'importance de ses origines dans son écriture. Longtemps elle a soutenu qu'elle ne considérait pas d'où elle venait comme pertinent, notant dans un de ses textes autobiographiques, significativement intitulé Nulle part et qui date de 2005, qu'elle n'a pas de racines, aucun sol ne s'est fiché en moi. Je n'ai pas d'origine, pages 56 à 7. Ce qui est à la fois vrai, impossible de faire son arbre généalogique au-delà de la génération de ses parents, et faux. Tout le monde a des origines, mais cette phrase provocatrice indique que Reza ne veut pas être réduite à un exotisme de pacotille. En 2017, Reza affirme plutôt « Je suis sûre que ma façon d'écrire provient de mes origines.
Dans ce domaine, je vous l'accorde, il y a un certain déterminisme. Elle se sent écrivain français, mais assez unique pour avoir eu la chance d'être influencée par la façon dont on maniait la langue autour d'elle. Je ne crois pas écrire comme une Française. J'utilise des raccourcis, des formules très elliptiques qui viennent de ce maniement étrange de la langue que l'on pratiquait autour de moi, cette façon de dire les choses indirectement, cet humour. À l'orée d'une phrase, on ne sait pas dans quelle direction les sentiments vont aller, s'ils penchent vers le tragique ou la dérision. Cela a sûrement contribué à la précision d'écriture que j'ai aujourd'hui. Sa cohabitation avec plusieurs mondes a nourri sa plume. Au niveau purement formel, pour le dire vite, son usage de la ponctuation est inhabituel, abondance de virgules là où on attendrait d'autres signes. On note nombre de phrases sans verbe ou encore d'adjectifs nominalisés. De même, se remarque la juxtaposition de vocables recherchés et de langage cru, des associations verbales inventives et le goût pour les aphorismes et le coq à l'âne. On retrouve de plus l'art de l'ellipse et de l'euphémisme dans ses pièces et romans, la façon indirecte de dire les choses et l'humour sous toutes ses formes. 2. L'œuvre de Yasmina Reza. Le grand public, français ou étranger, encense les pièces de Yasmina Reza. Depuis 2005, les critiques littéraires lui consacrent des monographies. Reza est couverte d'honneurs. Prix anglais, Tony Award du meilleur auteur. Prix américain, Laurence Olivier Award à 2 reprises, chose unique au monde, nomination au Laurence Olivier for Best Comedy Award. Prix allemand, le très recherché Welt. Prix autrichien, Nestroy Theaterpreis. Et bien entendu, prix français, Molière du meilleur auteur, Molière du meilleur théâtre privé, Grand Prix du théâtre de l'Académie française, César de la meilleure adaptation. Ses romans aussi ont reçu des distinctions. Le prix littéraire du monde pour Heureux les heureux et le prix Renaudot pour Babylone. La plupart des pièces résiennes ont été traduites en un grand nombre de langues. 35 apparemment pour le seul art. On parle encore de l'immense succès qu'ont connu Art et le Dieu du carnage, qui à différentes époques étaient les spectacles les plus courus de Broadway et du West End. Art est resté à l'affiche à New York le temps de 600 représentations. Dans un contexte international peu favorable à la traduction dramatique, le cas Reza est tout simplement prodigieux. Le succès est également dû à l'attrait que les pièces représentent pour les acteurs. Morceaux de bravoure, dialogues ciselés, rythmes endiablés, intrigues insignifiantes, tout est fait pour mettre les acteurs en valeur car ils doivent remplir des textes troués de silence et de non-dits. Ma conviction, dit-elle au cours d'un entretien, est que les acteurs sont plus importants que le texte. Ce sont eux les rois. Une pièce mal jouée s'effondre. Le monologue, figure courante chez Reza, convoque l'art du comédien dans sa quintessence, écrit Anne-Françoise Benamou. Les plus grands se sont distingués dans au moins une pièce de Reza. Fabrice Lucchini, Pierre Vanek, Emmanuel DeVos, André Marcon pour n'en citer que quelques-uns ont joué du Reza, et dans le monde anglo-saxon, James Gandolfini ou Zoé Cadwell. Les pièces attirent aussi les plus grands metteurs en scène qui doivent relever le défi de pièces aux histoires minces mais à la minutieuse mécanique d'horlogerie. Matthew Warchu aux États-Unis, John Turturro en Angleterre, Luc Bondy, Patrice Kerbrat en France. Dramaturge de 1987 à 2017, Reza se joue de la dichotomie entre théâtre de divertissement, associant comédie, théâtre de boulevard et grand théâtre. La spécificité du théâtre de Reza est sans doute dans le métissage. Mélange des genres, des niveaux de langue, des degrés de gravité des préoccupations, dans les pièces qui abordent, sous le masque de la comédie du quotidien, les questions de la condition humaine et de la rencontre de l'autre. C'est sans doute cette hybridation qui explique à la fois son succès et sa méconnaissance. Reza peut s'enorgueillir d'avoir fait la cour d'honneur du musée Calvet lors du Festival d'Avignon pour une mise en scène d'Hammer Clavier en 1999, et des lectures par Pierre Vanek d'une Désolation et nulle part en 2011, qui reprenait une création de Jean-Michel Ribes, texte nu Yasmina Reza en juillet 2000. Si le théâtre de Reza n'est pas épique, ce qu'un critique comme Hans Tillemann considère comme le seul type de théâtre significatif, il est malgré tout politique dans le sens où il s'intéresse à la polie. La chose est subtile, mais récurrente. À titre d'exemple, le monde résien est matériel. Les gens y mangent, s'habillent, font leurs courses, parlent d'argent. Ils sont pris dans un système économique où les entreprises peuvent faire faillite, bella figura.
Les gens se retrouvaient en maison de retraite pour démunis, une désolation, vivre dans des cités dortoirs, Adam Haberberg, gagner laborieusement leur vie, art, être directeur de syndic, une pièce espagnole ou vivre d'affaires immobilières louches, Serge. On y reviendra dans la 3e partie. Toujours est-il que l'œuvre théâtrale de Reza et son contexte ne représentent que la portion la plus visible de son œuvre entière. Reza n'est bien sûr pas la seule dramaturge à avoir aussi publié des romans. Beckett, Aragon, Sartre, Camus ou plus près de nous, Michel Vinavet ou Alain Béranger sont à la fois dramaturges, metteurs en scène, romanciers et traducteurs. Et tout comme pour le versant dramatique de son œuvre, Reza la romancière ne fait partie d'aucune mouvance. Bien qu'il soit peu rigoureux d'être péremptoire sur les tendances de l'extrême contemporain de la littérature, traversé par des courants, des lignes directrices, des errements, des singularités et des lignes de fuite, à une époque qui n'est plus aux écoles, aux avant-gardes, Reza se distingue par le fait qu'elle est plutôt l'héritière du deuxième XXe siècle selon la périodisation de Philippe Forest, moins l'engagement. Ce qu'elle emprunte à cette période est la confiance totale dans l'écrit et le rôle de l'écrivain dans la cité, confiance qui régnait avant l'ère du soupçon introduite par le nouveau roman et qui a détruit les certitudes sur les notions de réel, de réalité et d'écriture. À l'inverse, Reza embrasse la possibilité que réel et récit soient compatibles puisque l'écrit, si l'on en croit Antoine Compagnon, n'est pas déficient par rapport à la vie. En suivant la classification de Sébastien Rongier, on verra tout au long de cette monographie que Reza se situe dans la catégorie littérature déconcertante, qui se distingue de la littérature concertante et consentante du fait qu'elle échappe aux préconçus, qu'elle essaie de signifier le réel, la violence du monde sans céder sur les questions d'écriture, c'est-à-dire ni simple imitation, ni simple jeu. Quant à être une littérature consentante, ce serait reprendre des formules et les répéter. Au contraire, sous la plume de Salah El-Gharbi, auteur d'une monographie, on lit que Reza pratique le brouillage générique au sein d'un vaste champ d'expérimentation. Ce serait de la littérature concertante si elle se contentait de provoquer tout en étant dans l'air du temps, car il ne s'agit pas non plus chez Reza de changer le monde à la manière provocatrice et grinçante d'un Michel Houellebecq, ni à l'inverse de fonder des utopies. Ce qui n'empêche pas que ces personnages critiquent plus ou moins ouvertement la modernité, c'est pratiquement le thème central de Art, où Sénèque et l'art flamand, représenté par Marc, s'opposent à Valérie et l'art non figuratif, incarné par Serge. Bien qu'on remarque une façon de dire originale, loin des automatismes langagiers, et un goût prononcé pour les personnages excentriques, l'œuvre narrative de notre auteur ne fait pas dans l'expérimentation pour repousser les barrières de la langue ou frôler la poésie. On ne saurait la ranger parmi les minimalistes positifs, les adeptes de l'autofiction, de la docufiction ou du roman métahistorique, tout genre en vogue. Ces livres ne sont ni des micro-récits fragmentaires refusant la cohérence. Ils ne sont pas non plus ces épais pavés qui ont réapparu dans les années 2010, témoignant du retour de la jubilation du romanesque. Mais à leur façon, ils déconcertent. La raison pour laquelle la critique n'a pas encore remarqué les romans résiens, déconcertants donc, tient justement au fait que ce sont des objets hybrides, voire inclassables. Dans La Luge de Schopenhauer est sous-titré roman, mais fut mise en scène au Théâtre Ouvert à Paris en 2006, l'année suivant sa parution, et de nouveau fin 2018 à la toute nouvelle Scala de Paris. Dans un ouvrage précédent, on avait d'ailleurs inclus un chapitre sur ce texte, l'analysant comme une pure pièce de théâtre. De même, s'il ne fait aucun doute que Comment vous raconter la partie est une pièce de théâtre, elle contient aussi des extraits d'un roman écrit par le personnage principal, et même une poésie qui clôt le texte. L'aube, le soir et la nuit ne ressemblent à rien de connu. Yasmina Reza y raconte la campagne présidentielle de 2007 vue de l'intérieur du staff de Nicolas Sarkozy où elle était officiellement infiltrée. Ni hagiographie, ni récit politique. Il s'agit d'annotations fines et parfois perfides sur le candidat, ses acolytes, la France profonde où cette Parisienne découvre friches industrielles et villages oubliés. C'est certainement le texte le plus incompris et le plus critiqué de notre auteur. Reza semble avoir pris au pied de la lettre l'injonction de vitesse de faire théâtre de tout, au point de faire œuvre écrite de tout, sans se limiter à un genre. Les pièces sont ses premières amours et il lui faudra une dizaine d'années après sa première œuvre dramatique, avant d'oser publier, en 1997, selon ses propres dires, Hammer Clavier,
livre constitué de vignettes autobiographiques. Mais depuis 1997, elle publie à un rythme régulier, tous les 2 ans environ, récits et pièces. Au cours de sa carrière, Reza alterne de la sorte pièces et romans, comme si un genre, disons le théâtre, lui permettait d'exprimer une facette de ses préoccupations, mais pas d'autre que le roman ou l'autobiographie en revanche lui permettent d'épancher. Ainsi, il est clair que le théâtre, habituellement, ne permet pas d'avoir une voix narrative chapeautant pour ainsi dire les répliques des acteurs, ce qui fait au contraire la puissance insigne du roman. Mais même cette division ne résiste pas à l'examen. Ainsi L'homme du hasard, une courte pièce de théâtre, consiste en 2 monologues intérieurs qui aboutissent à une seule repartie dite par les acteurs l'un à l'autre. Cela viole les conventions théâtrales. Nombre des romans sont d'ailleurs des successions de monologues, comme une désolation, où pourtant on entend la voix d'interlocuteur, mais passée au prisme du monologueur. Ce sont ce qu'on pourrait appeler avec Anne-Françoise Benamou de faux monologues. À l'autre bout de l'axe, Heureux les heureux est fait d'une vingtaine de monologues prononcés par 18 narrateurs uniques. L'accumulation d'égos retire toute neutralité narrative, puisqu'il manque un narrateur omniscient pour diriger cette chorale. Les personnages subissent un enfermement monologique à la Beckett. Mais rien n'empêche de mettre ces monologues en scène, ce que Carole Bouquet a fait pour un théâtre belge en 2018. Le goût des mises en abîme doit être également souligné. Même si c'est une technique romanesque classique, Reza a réussi à la représenter sur scène, ce qui est plus rare avec 3 versions de la vie, une situation répétée à 3 reprises avec d'infimes variations qui la changent infiniment. Une pièce espagnole va encore plus loin en mettant en abîme fond et forme. Des personnages, acteurs pour la plupart, s'interrogent sur leur présence sur scène, remettant au goût du jour la fameuse pièce de Luigi Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur. On note aussi une préférence pour les fins ouvertes et quelque peu cryptiques. Le pique-nique de Lulu Kreutz et une désolation, qui n'a même pas de point final, s'achève sur la possibilité de la mort de personnages, mais sans l'affirmer, encore moins la représenter. Les clôtures des pièces, pour la plupart des comédies, sont souvent antidramatiques, voire graves. Conversation après un enterrement se conclut sur une scène onirique difficile à situer dans l'intrigue, laissant irrésolu le sort du triangle amoureux. La traversée de l'hiver et le dieu du carnage ne clôturent pas vraiment leurs intrigues, que ce soit les histoires d'amour dans l'une, ou la punition à donner à l'enfant violent dans l'autre. Art se termine sur une interrogation philosophique tout à fait surprenante pour une comédie. Dans La Luge de Schopenhauer nous laisse dans l'expectative quant au sort des personnages. Le couple va-t-il résister à la dépression mentale du mari ? La psychiatre qui est chargée de les soigner sombre-t-elle aussi dans la folie ? Serge, roman pour sa part, abandonne les 3 personnages principaux dans un centre médical sinistre et on ne saura jamais si sera avéré le drame de la mort annoncée du frère aîné. Pour les pièces de théâtre, il faut réserver le jugement sur les fins ouvertes, car les metteurs en scène de nos jours en particulier, s'octroient des licences tant le texte n'est plus considéré comme sacré. En proposant des textes où il y a très peu d'action, beaucoup de silence, plus ou moins de didascalie, Reza s'insère dans une tendance qui consiste à anticiper que le metteur en scène aura envie de combler cette matrice, ce texte troué qu'est le script dramatique. La version américaine de Art supprime justement les toutes dernières paroles, rêveuses et intellectuelles de la pièce. La mise en scène est imprévisible, les œuvres sont plurielles. Il n'y aurait plus à proprement parler de dramaturgie inhérente à l'œuvre, explique Joseph Danan, puisque celle-ci demande à être reconstruite dans un autre temps second par rapport à l'écriture, celui du passage à la scène. Enfin, le choix de genre doit aussi être dicté par l'envie d'établir un rapport différent avec son public. Le théâtre est, selon la formule d'Anne Hubbersfeld, une parole en quête de destinataire. Bien que ne poussant pas le spectateur à sortir de son rôle de récepteur du sens et des effets, à l'encontre de certains auteurs déterminés à le faire travailler dur comme dans le théâtre post-dramatique, Reza n'en est pas moins exigeante envers ses spectateurs. On a signalé plus haut des techniques peu habituelles sur le proscenium. Aparté, longue tirade ou monologue, fins ouvertes, mise en abîme, notation philosophique au détour d'une réplique. Il n'est pas rare qu'elle se soit déclarée déçue par la réception de ses pièces, notamment celle de Art, en quelque sorte victime de son succès. On n'entendait plus les acteurs tant le public riait et ce, pour de mauvaises raisons.
Il arrive que je déteste la manière dont le public rit. Pas toujours bien sûr, il y a des salles enthousiastes et fines, on ne sait pas à quoi ça tient. Mais souvent il ne rit pas aux bons endroits, il rit trop fort, il rit d'une manière graveleuse, il transforme quelque chose qui devrait être simplement gai, quelquefois extrêmement drôle, il vulgarise tout. Donc il y a un très fort malentendu entre ce que je cherche à faire, qui est de faire rire évidemment mais d'une certaine manière. Le malentendu de art explique que la pièce n'ait pas été mise en scène pendant 25 ans en France. Reza n'a accepté de la laisser rejouer qu'en 2018, et ce, par le metteur en scène de la première représentation, Patrice Kerbrat. La réalité dans le théâtre, cette matérialité dont parle Isabelle Barberis, change le texte théâtral et échappe au dramaturge, détachement dont Reza ne se satisfait pas toujours. En revanche, le roman et l'autobiographie établissent un rapport plus intime, moins collectif, moins influençable, peut-être plus authentique avec le lecteur, grâce à une confrontation silencieuse entre un sujet et un texte, une sorte de captation intime. Dit Alain Badiou lorsqu'il compare le texte de théâtre et le texte non destiné à un public, résumant leur différence en cette opposition. Puissance insinuante du romanesque contre puissance frontale du théâtre. Le choix du genre tient donc dans la distance adoptée vis-à-vis du lecteur de ces romans, ou du spectateur de théâtre. L'intérêt d'étudier la production résienne dans son ensemble se trouve dans l'examen des rapports entre les genres. S'agit-il de complémentarité, de redondance, de contradiction, de tension ? Les pièces ont supplanté dans le public l'œuvre narrative, roman et autobiographie, et pourtant il y a une cohérence indéniable dans les techniques et les thèmes choisis. Pour procéder à cette analyse plus exhaustive, un fil rouge apparaît comme le plus productif, celui du bonheur et de son inverse, le malheur. Nous allons nous en expliquer dans la première partie. Si ces personnages sont conscients de certaines théories sur le bonheur et naviguent entre plusieurs écueils entre elles, l'approche de l'écrivaine n'a rien d'abstrait. Une pièce comme dans La Luge d'Arthur Schopenhauer, malgré son titre, refuse tout didactisme en matière de philosophie. Reza est tout l'inverse d'un Denis Guénoun par exemple, qui a adapté pour le plateau Le banquet de Platon, Au corps prochain sous-titré sur la pensée de Spinoza, ou encore d'un Nicolas Truon qui fait dialoguer dans Projet Luciole plusieurs philosophes, Alain Badiou et Clément Rosset, Jacques Rancière et Guy Debord, Jean Baudrillard et Annie Lebrun en passant par Hannah Arendt, dans le but de prouver par la force du théâtre que la philosophie est plus uniquement démonstration, dissertation, mais révélation et incarnation. Reza ne se livre pas non plus à une analyse philosophique sur le théâtre, à la manière d'un Badiou qui réfléchit à l'effet cathartique du théâtre, aux différences entre théâtre des possibles et théâtre qui est dans la reproduction d'un certain réel édulcoré et où rien ne se passe, et conclut fort justement, il y a une théâtralité de la philosophie. Le théâtre et la philosophie sont complices. Reza aurait davantage d'affinité avec Aurélien Béranger, dramaturge et romancier comme elle, et qui s'interroge. Est-ce qu'on fait de la philosophie, ou est-ce qu'on la met en scène ? Dans mes romans comme au théâtre, je ne fais jamais de philosophie. Je mets en scène des questions philosophiques. Le grand pari est donc la mise en scène d'une longue ligne philosophique. Donc le texte n'est pas philosophique, mais le matériel est très philosophique. De même, la chercheuse à l'université de Liège, Maud Hagelstein, résume bien l'insertion des idées philosophiques dans une œuvre littéraire. Il s'agit de multiplier les pistes, suspendre les facilités, diffracter le sens, augmenter le spectre des explications possibles, surdéterminer le récit. Des 4 rôles possibles au théâtre, acteur, dramaturge, metteur en scène et théoricien, il y a un rôle que Reza n'endosse pas et c'est celui de théoricienne ou d'exégèse d'elle-même. Son esthétique théâtrale ainsi que sa poétique romanesque restent implicites, chose qui incite l'analyste à aller au-delà des apparences et tirer la substantifique moelle de l'œuvre de cette polygraphe des temps modernes. Cette monographie a pour but ultime, non seulement d'éclairer d'une lumière nouvelle l'œuvre complète de Yasmina Reza, mais de proposer une approche qui pourrait s'appliquer à d'autres auteurs. Façon d'encourager la critique à se pencher plus longuement sur ce que les écrivains ont à dire à leurs contemporains à propos du bonheur, thème qui mobilise tant d'énergie mentale et suscite tant d'émotions. Première partie, dire le bonheur. Sont heureux ceux qui sont heureux. Le bonheur, cet oiseau perché sur l'arbre de l'espoir ou du souvenir. Le bonheur ?
Un luxe douloureux. Cette partie aborde le discours explicite sur le bonheur dans l'œuvre résienne, alors que les chapitres suivants porteront sur le bonheur qui ressort implicitement des personnalités, de l'action et des intrigues. Le discours sur le bonheur est en réalité peu développé chez Reza. C'est au détour d'une conversation, d'une méditation, que des mots tels que bonheur ou heureux sont prononcés. Mais il n'y a rien de surprenant à cela vu le parti pris de l'auteur, quand il s'agit de discourir sur de grands thèmes abstraits. L'œuvre littéraire est le lieu du mystère, dit Yasmina Reza au cours d'une interview. Au regard du temps, on ne sait pas ce qu'on écrit. On ne sait pas ce que l'on cherche. La littérature produit de la pensée, mais contradictoire, anarchique, excessive, qui n'a pas vertu de sagesse. Le discours encrasse l'art. 1. Le tabou du bonheur. D'une manière générale, la caractéristique principale du bonheur c'est d'être difficile à dire, implicite, non reconnu, comme l'exprime l'auteur dans Un meurt clavier. Le bonheur n'est su que perdu. Page 35. Le bonheur ne se dit pas. On ne dit pas spontanément ou facilement dans l'univers résien « je suis heureux », et surtout pas les personnages de fiction. Il faut donc décrypter ce qui exprime malgré tout cet insu. Chercher à comprendre la conception du bonheur de Yasmina Reza, et si ces personnages en jouissent, semblerait de prime abord une lecture à contre-courant de son œuvre étant donné l'atmosphère chargée de colère, de frustration, de mal de vivre et même de violence qui y règne, sans parler de la vision du monde souvent désabusée de ces personnages. Pourtant, il n'y a pas un seul des livres de Reza qui ne mentionne, ne serait-ce qu'au détour d'une réflexion, une définition ou une simple mention du bonheur, quand ce n'est pas une franche revendication. Étant donné que le théâtre de Reza peut être étiqueté théâtre de parole. Mais on verra dans la 4e partie sur le corps que les paroles ne disent pas tout. L'explicite déconception du bonheur dans les pièces est un point de départ logique pour toute discussion sur l'œuvre dans son entier. Les romans et autobiographies sont également des sources précieuses des commentaires sur le thème. N'attendons toutefois pas de notre auteur une sagesse quelconque, une sorte d'art du bonheur. Non, l'écrivaine est plutôt sensible à l'ère du temps, et notamment au tournant intellectuel qui nous fait assister depuis quelques années à une renaissance du thème du bonheur. Comme l'affirment Edgar Cabana et Eva Illouz, dans Apicratie. Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Le bonheur a le vent en poupe, avec plus de 2000 livres parus sur le sujet rien qu'en 2018. Yasmina Reza transmet voire anticipe ces tendances et les critiques. Pour Jean, le narrateur de Serge, le bonheur est une chose douloureuse. L'esprit de félicité écorche l'âme, dit-il lorsque survient l'été et que la nature vous rit au nez, Serge page 224. On ne saurait choisir parmi les centaines de définitions du bonheur. Déjà saint Augustin avait dressé une liste forte de 298 définitions. Appliquons plutôt une simple et rapide formule, celle de Jonathan Haidt, qui additionne 3 éléments pour arriver au bonheur. La biologie S comme biological 7 points. Les circonstances extérieures telles que l'amour ou le travail, C comme circonstance, et la disposition d'esprit, V comme volonté, pour obtenir H, c'est-à-dire happiness, d'où l'équation H égale S plus C plus V, qui nous exhorte à équilibrer tous les termes. Alors qu'ils font partie de classes sociales aisées leur apportant un certain confort matériel, C, les gens qui peuplent l'univers théâtral et fictionnel de Reza ne respirent pas le bonheur. Leur personnalité S ne les dispose pas à la joie. Telle est d'ailleurs l'une des théories sur le bonheur avancée par Luc dans Babylone. Être heureux, c'est une disposition. Tu ne peux pas être heureux en amour si tu n'as pas une disposition à être heureux. Page 141. Même idée exprimée comme une véritable philosophie de la vie par l'entremise d'un dépressif notoire, Ariel de Dans la luge d'Arthur Schopenhauer. On est responsable de sa structure mentale. On peut avoir une complaisance pour le bonheur, on ne parle que de l'inverse, et je vais jusqu'à penser que c'est la seule réponse à l'absurdité. Page 46 à 7. Les personnages résiens sont dominés par leurs humeurs, ils sortent facilement de leur gong, ils pleurent, crient, s'en prennent aux objets. Leurs conflits sont multiples et s'appuient sur des mobiles ridicules. Ils expriment des vues déprimantes sur le monde. Leurs conjoints, leurs amants et maîtresses, leurs enfants, leurs parents, leurs amis les déçoivent terriblement. Bref, ils ont un déficit d'amour et d'amitié, ne sachant ni aimer ni s'aimer. Leur volonté, V, n'est pas dirigée sur les bons objets.
C'est tout à la fois leur disposition biologique, les circonstances et leur volonté qui entachent leur quête du bonheur, dirait donc Haidt. Cela n'empêche pas les personnages rhésiens de s'interroger sur le sens du bonheur dans le monde contemporain, sur leur capacité ou non à l'éprouver, sur les obstacles mis dans le chemin vers la félicité comme les autres gens qui se mettent en travers de leurs désirs, les multiples tracas de la vie quotidienne, les décevantes poursuites intellectuelles ou les atteintes de l'âge, tous éléments qui seront examinés dans les chapitres suivants. Ruud Veenhoven, sociologue néerlandais, fondateur d'une pharaonique banque de données mondiale du bonheur et concepteur de vastes recherches empiriques sur le sujet, affirme que le bonheur c'est la qualité de vie dans l'œil de celui qui regarde. Ce type de qualité de vie se rapporte à l'appréciation subjective de sa vie. Dans l'univers rhésien, cette appréciation n'a rien du sentiment agréable qui peut être expérimenté par un individu, la sensation qui accompagne la réflexion positive sur soi et sur sa vie. Car il est avéré que le bonheur naît d'une interprétation, historiquement et affectivement située, d'une situation vécue, explique l'anthropologue Aurélien Liarté. En d'autres termes, le bonheur est un processus réflexif et apparaît n'exister que parce que nous sommes capables d'y prêter attention. A contrario, nombre de personnages pourraient dire comme Yvan de Haar. Bien sûr que je ne suis pas content. Je ne suis pas content mais d'une manière générale, je ne suis pas un garçon qui peut dire je suis content, je cherche vainement un événement dont je pourrais dire, de ça je suis content. Page 212. Les personnages rhésiens trouvent les gens heureux intolérables, selon les paroles de Martha dans L'homme du hasard, page 18, et sont prêts à interdire comme Lionel, un ami de Samuel le narrateur d'une désolation, le short et les gens heureux, page 139. Si leurs proches montrent de la joie, ils les trouvent atrocement heureux, tel Ariel à propos de sa femme lors d'une fête de Nouvel An, dans la luge d'Arthur Schopenhauer, page 71. C'est par antiphrase qu'il dit de son ami Roger Cohen, cloîtré dans une maison de retraite pour juifs, qu'il est l'homme le plus heureux du monde, page 23. De même, est ridiculisé Fernand d'une pièce espagnole qui s'estime très heureux parce que ses voisins l'ont réélu président du syndic de son immeuble, page 104. Mais elle n'est guère répandue, cette façon d'accueillir les signes homologués du bonheur. Comment vous raconter la partie, page 53. Que ce soit la reconnaissance sociale pour Fernand d'une pièce espagnole ou le succès littéraire pour Nathalie de Comment vous raconter la partie. À l'appui de leur vue, ils citent comme Roland dans cette dernière pièce, une phrase dans une nouvelle de Tchekhov, je ne me souviens plus de laquelle, j'ai ouï dire que Madame S est infiniment heureuse. Oh la malheureuse, page 54. En proie à des conflits insolubles, ils s'écrient qu'ils vivent le pire jour de leur vie, le dieu du carnage, page 123, ou encore qu'ils ont envie de mourir, édite dans Conversation après un enterrement, page 101. Ils ont beau décider d'être heureux, en allant passer un week-end en bord de mer en famille, comme Adam d'Adam Haberberg, page 20, tout se ligue pour contrarier cette bonne résolution, pour constater la vulnérabilité du bonheur au coup du sort, selon les paroles d'un philosophe anglais, Daniel Russell. Jean Ehrenfried dans Heureux les heureux, entendant son ami Darius dire avec nostalgie « J'ai pensé dans cette maison, quelqu'un a décidé qu'il fallait être heureux », estime que Darius signe ainsi son effondrement en croyant au bonheur en tant que finalité, page 125. Les penseurs modernes comme Kierkegaard, Nietzsche ou Heidegger jugent que l'effort pour être heureux est justement ce qui nuit au bonheur. La poursuite du bonheur serait la plus grande cause de nos malheurs. La volonté, V, ne suffit pas à surmonter les circonstances, C, et encore moins le manque de disposition à être heureux, S. Néanmoins, les personnages rhésiens se livrent parfois à l'exercice périlleux du bilan d'une vie. Voilà alors le genre de choses qu'ils énoncent, comme Élisabeth, la narratrice de Babylone. Aujourd'hui j'ai 62 ans. Je ne pourrais pas dire que j'ai su être heureuse dans la vie. Je ne pourrais pas me donner 14 sur 20, comme ce collègue de Pierre qui avait dit, allons disons 14 sur 20. Moi je dirais plutôt 12, et encore avec l'impression d'être ingrate en trichant. Page 13. Il est vrai à leur décharge que longtemps les divers noms du bonheur, le bien-être, la satisfaction, l'épanouissement, la belle ou la bonne vie, la vie heureuse, la félicité, la joie, le plaisir ont formé le champ sémantique de la paralittérature, des romans à l'eau de rose ou à l'autre extrême des écrits, des philosophes dont les propos ont au cours des siècles perdu de leur fraîcheur et de leur vigueur. Traiter du bonheur fait redouter de vite tomber dans les clichés. La banalité,
l'absence d'originalité ou encore l'absence d'innovation dans les imprimés dédiés au bonheur confirment la force d'inertie des conceptions de la vie heureuse et la permanence de croyances convenues et anciennes. Tout se passe comme si l'essentiel avait déjà été énoncé, comme si les auteurs ne parvenaient qu'à répéter les sagesses traditionnelles sous des formes plus actuelles. Philippe Delerme aborde de front la difficulté de traiter du bonheur, qu'il ose tout de même mettre en titre à l'un de ses ouvrages. Si j'ose prononcer le mot bonheur, le siècle dit cocon, cucu, tout mièvre, tout fadeur. Et si je dis bonheur silence, on ne m'entendra pas. Alors il faut un peu d'acide, au seuil de ces pages en danger, tout juste pour montrer combien c'est plus facile. Ou pire encore, d'après un critique analysant l'œuvre de Pascal Quignard. Heureux, on craint toujours de ne pas l'être assez, de ne pas l'être autant que la pression sociale oblige à l'être ou à le paraître. Veut-on évoquer ces instants de bonheur qu'aussitôt le lien entre bonheur et bêtise se découvre? Dans Bella Figura, Andrea établit précisément ce lien entre bonheur et bêtise. Son amant se désole, « Je ne suis pas capable de faire ton bonheur, Andrea ». Elle lui rétorque, « C'est quoi cette phrase imbécile ? D'où sort cette phrase ?» Page 74. D'ailleurs, les personnages résiens comprennent-ils seulement le sens du mot heureux? Non, si l'on en croit le leitmotiv de Samuel, priant son fils à plusieurs reprises de lui expliquer le mot heureux, une désolation, pp 9, 67, 146. Le bonheur est un mot qui, en temps normal, n'a pas de consistance, l'aube, le soir et la nuit, page 91. Certains personnages résiens préfèrent parler de tranquillité d'esprit. Ainsi Hélène Barnèche de Heureux les heureux croise par hasard un ancien amant, qui l'avait entraîné à l'époque dans une relation sadomasochiste. Dans ses yeux je retrouvais la graine de folie sombre qui m'avait aspiré. Il s'est penché encore pour dire « Tu es heureuse ?» J'ai dit oui et j'ai pensé quel culot. Il a hoché la tête et pris un petit air attendri « Tu es heureuse, bravo !» J'ai eu envie de le claquer. 30 années d'humeur tranquille balayées en 10 secondes. Page 149. Avenir de la traversée de l'hiver revendique également d'aspirer au calme, au petit bonheur plat de se reposer, page 166. Ces adeptes de la tranquillité sont des stoïciens qui s'ignorent puisque pour Sénèque, la bonne vie est une vie vécue en autarcie. Je décide de m'enfermer entre mes 4 murs, personne ne me volera une journée. Mon âme ne s'attachera qu'à elle-même, elle ne se consacrera qu'à elle-même, rien ne viendra la divertir, rien ne l'exposera au jugement d'autrui, elle s'attachera à une tranquillité exempte de tout souci d'ordre public ou privé. Pour Nathalie Sarraute, figure tutélaire de l'œuvre résienne, bonheur est un mot à tout dire, auquel elle préfère le mot joie, et nombreux personnages résiens partagent cette conception. Ainsi, après avoir lancé qu'il aurait préféré que son fils soit criminel ou terroriste plutôt que militant du bonheur, page 110, et critiqué Nancy, sa femme, parce qu'elle fait partie des gens pour qui le bonheur est légitime, page 10, Samuel, l'atrabilaire d'une désolation, assure « Je tiens mon petit pour 100 fois supérieur à l'homme heureux, un homme joyeux », page 48. D'autres personnages établissent un parallèle entre bonheur et joie, comme Élisabeth de Babylone parlant de Jean Linot, désemparé après avoir tué son épouse. Tout ce qu'il sait c'est qu'il était heureux et qu'il ne l'est plus. Et que quelqu'un a fait en sorte de lui retirer sa gaieté. Page 31. Toutefois, même le mot joie est dangereux. On le prononce après maintes précautions oratoires, telle Nathalie de Comment vous raconter la partie qui finit par admettre qu'au moment de la parution de son roman, la joie était au rendez-vous, page 54. C'est que la joie est difficile à ressentir aussi. Relisons l'idéal d'Yvan de Haar. Moi je m'apprêtais à passer une soirée de détente après une semaine de soucis absurdes, retrouver mes 2 meilleurs amis, aller au cinéma, rire, dédramatiser, page 245. Au lieu de ces joies simples, il vit des conflits, des disputes, reçoit même un coup de poing. Certains souvenirs font mal. Tragédie de pure joie, Serge, page 194, qu'on a peu apprécié sur l'instant et qui ont désormais disparu. Françoise de Bella Figura aurait juste voulu fêter son anniversaire dans la joie, s'égayer, page 104, mais elle doit convenir que Saoa c'est difficile, page 97. Ou alors, si la joie est possible, c'est une joie toute imaginaire, d'après Élisabeth de Babylone. Peut-être qu'on invente sa joie. Peut-être que rien n'est réel, ni joie ni peine.
Jean Lino appelait joie l'inespéré d'une présence enfantine à ses côtés. Il appelait joie l'inespéré de s'occuper d'un autre être, Rémi, d'en prendre soin. Voilà comment Jean Lino était fabriqué. L'infernal Rémi était la joie tombée du ciel, page 64. Alors, par honnêteté intellectuelle, mieux vaut refuser jusqu'à l'idée de joie, comme Adam. Adam Haberberg, page 96, puisque selon les paroles d'un personnage de 3 versions de la vie, les choses gaies ne sont pas inférieures aux choses tristes, mais tout de même les choses tristes restent plus en vous longtemps, page 54. Mais remplacer le terme bonheur par le mot joie, c'est déplacer le problème. Qu'est-ce en effet que la joie? Dans un court essai, l'écrivaine américaine, Zadie Smith, explique avoir finalement reconnu comme étant de la joie, un étrange mélange de terreur, de douleur et de ravissement, concluant sa méditation sur ces paroles inquiétantes. La joie est une telle folie humaine. Robert Misrahi, philosophe optimiste voire mystique, introduit d'autres termes clés entre bonheur et joie. Plénitude de la satisfaction, liberté de l'existence choisie, signification réfléchie et qualitative des choix, permanence de la densité et de la substantialité existentielle. Toutes ces riches déterminations constituent ensemble une expérience si considérable, que les acceptions ordinaires du terme bonheur sont insuffisantes et ne permettent pas de la définir. Aussi parlerons-nous d'une expérience d'être, et nous désignerons souvent cette expérience par le terme de joie. Car le bonheur, ou sentiment d'accéder à l'être, ne saurait se réduire à la signification intellectuelle d'une vie libre et signifiante. À cette signification réfléchie doit appartenir aussi l'expérience directe, immédiate et gratifiante que la conscience fait d'elle-même comme adhésion à soi et comme satisfaction d'être, cet ensemble étant désigné par le terme de joie. Ou encore, le préférable absolu. Cette belle expérience du préférable absolu, par un individu réfléchi et existant, lucide et dynamique, est bien trop éloignée du champ des possibles de l'univers résien. S'ils s'aperçoivent qu'ils ont été heureux, ils se corrigent immédiatement, absurdement heureux, comme Jean Ehrenfried dans Heureux les heureux, en repensant à une partie de pêche avec son ami Ernest, qu'il vient d'enterrer. D'ailleurs, dans leur méfiance envers les mots bonheur et joie, les personnages de Reza ne sont pas uniques, on constate le même phénomène parmi un grand nombre de penseurs. Pascal Bruckner voudrait catégoriquement exclure le vocable bonheur du langage, mot prostitué, frelaté, empoisonné, tout en lui consacrant un livre entier, L'euphorie perpétuelle, dans le but de traiter l'impitoyable idole du bonheur avec la plus extrême désinvolture. Alors qu'elle s'apprêtait à se rendre à un colloque sur le bonheur en littérature dont les interventions constituent le recueil le plus abouti sur la question à ce jour, la critique littéraire Martine Boyer-Weinberg exprimait ainsi cette méfiance séculaire. Un sujet impertinent, pas très conceptuel, pas très théorique, voire sans objet. Le bonheur, vous voulez rire, regardez autour de vous après Auschwitz, Sarajevo, le Rwanda, après les Twin Towers, et donc quelque peu paradoxal, sinon malséant pour qui prendrait au sérieux les fins de la littérature. Peut-être est-ce dû au fait que, s'il semble y avoir accord, dans notre société, sur l'idée que le bonheur constitue aujourd'hui l'un des objectifs de l'existence, il n'est pourtant pas déplacé de faire retour sur la remarque aristotélicienne que les hommes s'accordent sur le mot, mais sont embarrassés pour définir la chose ainsi que les moyens d'y parvenir. Pourtant, loin d'être un thème négligé suivant une courte éclipse après-guerre, le bonheur est revenu sur la scène intellectuelle, faisant l'objet d'un réexamen de la part des philosophes, de recherches empiriques et statistiques d'experts en sciences humaines, d'analyses pluridisciplinaires et de réévaluation par les littéraires. Comme les stoïciens avec le romain Sénèque, auteur de Vita Beata, traduit par de la vie heureuse ou du bonheur et que mentionne Serge dans Art, comme modernissime et permettant d'aller à l'essentiel, page 213, les épicuriens exhortent à la passivité grâce à laquelle se réalise l'ataraxie, c'est-à-dire la quiétude de l'âme. En ce qui concerne l'hédonisme, qui se distingue de l'épicurisme par son approche du plaisir, nous autres modernes y voyons un pessimisme déguisé, mais un pessimisme pragmatique et moral. Il n'y a pas de désir satisfait. Telle sera par la suite l'affirmation de l'épicurisme, dont l'austérité aspire à l'ascèse. Plus près de nous, André Comte-Sponville croit que cette paix intérieure naît d'une sagesse du désespoir consistant à ne pas se bercer d'illusions, ne plus avoir d'espérance, bonheur en acte. Bonheur qui n'espère rien, d'où l'oxymore qui donne son titre à son opus, le bonheur désespérément.
On a déjà compris que nombre de personnages résiens préfèrent aussi la lucidité aux faux espoirs. La chasse au bonheur, expression que nous a léguée Stendhal, est désormais reformulée sous forme d'une quête d'un art de vivre où se côtoient les conceptions contrastées, certes, mais dans lesquelles on retrouve l'antique clivage entre idéalistes et matérialistes. Les plus optimistes sacralisent l'amour, El Ferry, à Badiou. Les sceptiques ou pessimistes, à Comte-Sponville, P. Bruckner, nous invitent à mettre à distance passion amoureuse ou sexualité. Pourtant, la grande question du bonheur, c'est la place des plaisirs. Y a-t-il place pour le plaisir, voire les plaisirs, dans un bonheur digne de ce nom ? S'opposant aux épicuriens, dont les stoïciens considèrent surtout Sénèque qu'ils prônent le vice, il faut se contenter de ce qu'on a, et si la fortune vous sourit, tant mieux. De fait, la formule gagnante consiste tout simplement à ne pas ressentir de désir. Dans l'optique utilitariste qui caractérise notre époque et donc l'univers de Reza, il est plus sûr de vouloir peu, de se contenter de menus plaisirs sensoriels, de se satisfaire de joies calmes, un peu étriquées. Le philosophe Alain estimait que le malheur provenait des désirs tyranniques qui mettent la raison en échec, de sorte que les vrais sages se défient des plaisirs, parce qu'ils obscurcissent et éteignent enfin la lumière de l'intelligence. Cette dichotomie fut, d'après Rémy Pawin, entretenue par les élites françaises d'après-guerre qui possèdent souvent une haute conception de la dignité humaine et lui opposent l'aspiration animale au plaisir. Il faut être Alain Badiou pour détourner le mot désir de son sens banal et associer le bonheur au désir de philosophie, et ses 4 dimensions, toutes, hélas, freinées par un monde standardisé et commercial. Je dirais donc que le désir philosophique d'une révolution de l'existence rencontre dans le monde contemporain 4 obstacles principaux. Le règne de la marchandise, le règne de la communication, l'universalité monétaire et la spécialisation productive et technique, le tout lié subjectivement par le calcul de la sécurité personnelle. Ces obstacles visent à ce que l'inéluctable idée de la vraie vie, du bonheur, soit réduite au semblant d'une satisfaction consommatrice. Badiou oppose clairement l'affect de la vraie vie, à savoir le bonheur réel, au semblant de bonheur qu'est la satisfaction. Voici sa thèse. L'affect d'une existence qui est plus que sa perpétuation, qu'il soit l'enthousiasme politique, la béatitude scientifique, le plaisir esthétique ou la joie amoureuse, est toujours ce qui mérite, au-delà de toute satisfaction des besoins, le nom de bonheur. Dans son envergure, cet affect, cette perception d'un état de bonheur provenant de domaines aussi disparates que la politique ou l'art, sont explorés chez Reza, comme on le verra dans la 3e partie. Néanmoins, Badiou ne fournit pas une conception claire du plaisir et des désirs. Regardons plutôt du côté de Michel Onfray et d'André Comte-Sponville, dont les raisonnements s'opposent radicalement. Onfray fait l'apologie de l'hédonisme dans nombre de ses écrits, et plus directement dans son manifeste de l'hédonisme, 2011. Il s'agit de démontrer que l'hédonisme est une philosophie incarnée et mise en acte, un art de vivre. Onfray s'élève contre l'idée que le désir est manque. Il cite ainsi un mot célèbre de Chamfort, « Jouis et fais jouir sans faire de mal ni à toi ni à personne ». Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.